Alors, bonjour, je suis Catherine Oberlé, fondatrice de l'Académie du Féminin, également coach et gestalt thérapeute. Et aujourd'hui, je suis avec Nadalette Lafontasix qui a écrit Le roseau penchant. Et nous sommes ensemble pour un moment, pour une rencontre, pour un portrait de femme. Bonjour Nadalette. Bonjour Catherine, bonjour tous et toutes. Alors, pour résumer ou pour introduire en tout cas ton parcours, parce qu'on va se tutoyer, on se connaît un petit peu quand même. Donc, tu as été ce qu'on peut appeler une working girl. Donc, tu as eu un beau parcours dans le marketing et dans la communication. Puis un jour est arrivé ce qui pourrait sembler impensable ou insurmontable pour certains, c'est que du jour au lendemain, ben voilà, un accident de vie, on va dire, t'a obligé à changer complètement ton regard sur la vie et ta manière de vivre et ta manière de travailler. Donc dans cet entretien, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ce qui s'est passé pour toi et surtout de comment tu as su rebondir avec ça et quel est ton parcours finalement de résiliente. Donc si tu veux, voilà, oui, si tu veux bien nous en dire quelque chose. En fait, oui, c'est vrai que j'étais une femme jusqu'à il y a 4 ans hyperactive, et quand on dit hyperactive, c'est presque un euphémisme, c'est-à-dire que j'étais en permanence en train de me projeter sur ce qui allait être mieux demain, le job plus fun, le mari plus charmant, le voyage plus intéressant, tout était dans cette espèce de projection quasi guerrière vers le futur, et puis un désir profond d'obtenir des résultats. Et puis, bon, j'avais un problème de santé, en effet, une scoliose que j'avais un peu occulté, entre autres choses chez moi. Même si je faisais du travail sur moi, j'avais occulté quand même beaucoup de choses pour être dans cette espèce de mouvement perpétuel. On m'a opéré le 14 octobre 2014. Le 15 octobre, quand on m'a réveillé, on m'a dit « Madame, vous êtes paraplégique, vous ne remarcherez jamais plus. » Et j'y ai pas cru. Donc je pense que ça, ça a été une de mes grandes forces, c'est que profondément, je me suis dit c'est pas possible. Et puis à partir de là, ça a été quand même une vraie réalité, c'est-à-dire de femme hyperactive, je suis devenue grabataire, j'avais accès à ce que mes mains pouvaient atteindre, je pouvais pas lire ni écrire, j'étais dans un lit d'hôpital, et dans un hôpital pendant 9 mois, coupé de mon boulot, de mes amis, de ma famille, de mes enfants. Je n'avais plus d'existence sociale. Oui, c'est ce que tu nous racontes et très bien dans ton livre d'ailleurs, de toute cette traversée-là. Cette traversée-là a été difficile, en même temps, cette espèce de flamme, elle demeurait. Je l'entretenais comme je pouvais, notamment par la méditation, alors là j'ai eu vraiment le temps de méditer, et puis par l'amitié aussi, l'amour, l'amitié des amis m'a bien soutenu, mais j'étais persuadée que j'étais pas foutue, c'est-à-dire je ne sais pas quelle vie j'allais avoir, mais que j'allais rebondir et trouver quelque chose qui serait davantage moi-même. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis retournée sur la vie que j'avais menée, que je ne renie pas. Hein. Je veux dire, j'ai mené la vie que je pouvais mener, avec mon niveau de conscience de 20 ans à 60 ans. Et c'est très bien, j'avais les croyances que j'avais en ma toute-puissance, qui allaient me préserver de maltraitance, puisqu'il y a eu des maltraitances enfantines, et que de ce fait, j'étais vraiment une guerrière pour que rien ne m'atteigne, pour qu'on ne puisse pas me blesser. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que justement ton armure de guerrière que tu t'es construite au fur et à mesure de ta vie, de ton enfance, de ton adolescence, de ta vie professionnelle, cette posture en fait intérieure, est-ce qu'on pourrait dire que tu l'as mise au service de ce qui se passe pour toi actuellement ? Je pense de plus en plus, en fait. Peut-être pas tout de suite. Je ne sais pas à quelles ressources j'ai fait vraiment appel quand j'étais sur mon lit d'hôpital, mais aujourd'hui, où j'ai d'autres problématiques compliquées de maladies autour de moi, en fait, j'ai pas
je suis pas enrobée dans une armure de guerrière qui me coupe, mais je suis soutenue. Oui. Et c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'en effet, j'accepte en même temps ce qui est. Je suis capable d'être là, à côté de gens malades profondément, mais à un moment, je vais sortir de cette chambre d'hôpital, comme je suis sortie moi-même de cette chambre d'hôpital, et je vais être dans la vie en même temps. Et je ne vais pas rester figé dans le combat. C'est-à-dire que alors la scoliose et l'arthrodèse, qui est en fait des tiges de métal de chaque côté de la colonne, c'est une métaphore formidable hein, sur la flexibilité et la rigidité et l'armure. Hein. Bon, là, je me suis fait sur un plan symbolique à total, mais c'est vrai que ça m'a redonné, alors je ne vais pas voler les mots de François Mitterrand, mais une force tranquille, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une force d'attaque permanente, je suis beaucoup plus centré et enraciné que je ne l'étais. Ça me fait penser que on pourrait imaginer voilà, cet alignement que ça t'a apporté. Oui, tout à fait, mais pas tout de suite. Hein. Je ne suis pas sortie en me disant chouette, je suis paraplégique, c'est une chance inouïe et je vais être alignée. Il y a eu des moments terribles où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai fait tout le processus de deuil dans tous les sens, de la femme que j'étais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je chouine plus sur ce que je peux pas faire, parce que d'abord ça sert à rien, et que bon, l'énergie que je la mets au service de choses qui ont du sens. Donc ça m'énerve de ne pas pouvoir encore sortir dans la rue seule, mais c'est comme ça, il y a d'autres choses que j'arrive à faire. J'arrive à écrire, j'arrive à... parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu marches à nouveau? En tout cas, tu peux circuler. Je suis pas autonome, c'est ça qui est la vraie différence. Je suis debout, à l'intérieur d'une maison, je peux marcher, je peux me rattraper à un mur, à une cale, etc. L'extérieur est encore trop rapide, multiforme pour moi, c'est-à-dire que les gens s'en rendent compte, mais s'ils me frôlent avec le corps que j'ai, qui a des douleurs neuropathiques, je perds l'équilibre, tu vois, c'est arrêt buffet tout de suite. Donc il faut que je fasse très, très, très attention au monde extérieur. Donc sortir dans la rue seule, c'est pas encore facile. C'est pas loin, mais c'est dangereux. Okay. C'est encore dangereux. Moi, j'aimerais savoir sur quoi tu t'appuies symboliquement, j'ai envie de dire, ou à l'intérieur de toi, justement pour continuer, pour trouver les ressources, justement pour avoir de l'énergie, pour te lever tous les matins. Je crois que j'ai envie de vivre. Et bon, c'est aussi basique que ça. J'ai vraiment la vie chevillée au corps. Quelle qu'elle soit, même dans des trucs glauques, je la trouve formidable. C'est-à-dire que je vois maintenant, ça n'a franchement pas été le cas avant, mais maintenant je vois dans une chambre d'hôpital ou dans un événement malheureux ou dans une difficulté, un truc en dessous qui ne demande qu'à jaillir, qui est peut-être infime, mais qui rééclaire. Et je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je suis pas profondément... Enfin, j'ai des convictions spirituelles, mais je ne suis pas profondément croyante. Mais je suis beaucoup plus sensible à ce qui est... à l'émergence de quelque chose de doux et de beau, même dans des moments atroces, je vois autre chose. Je peux pas expliquer ça autrement et ça a totalement. C'était franchement pas mon cas. J'avais plutôt tendance à faire à 360 degrés, à faire une critique, mais au laser de tout, pour expliquer tout ce qui allait pas. Bon, ce qui allait peut-être aussi, mais vraiment tout ce qui allait pas dans le détail. Donc c'est comme si là tu avais accès à quelque chose qui est au-delà du visible, de ce qu'on peut voir, du temps. Et puis avec une confiance que quoi qu'il se passe, ce sera ce qui doit se passer, et qui
qui est volontaire, qui est pas c'est ni du béni oui, c'est-à-dire que je suis pas, je sais ce qu'est la mort, la maladie, la tristesse, etc. Ça, je le comprends, il n'y a pas de problème. Mais j'ai profondément désormais confiance que les choses qui vont m'arriver ou qui vont arriver à mon entourage doivent se passer comme ça. Et que j'en comprends probablement pas tout le public, mais ça doit se passer comme ça. Et du coup, bah, je l'accepte pour ce que c'est, ce qui ne m'empêche pas de dire ouais, c'est quand même rude, mais je ne me détruis pas dedans. Je ne me détruis plus dedans. Oui, et tu n'es pas dans ce qui pourrait être aussi quelque chose de l'autoflagellation et de cette culpabilité qu'on pourrait... Ni dans la culpabilité, ni dans l'autoflagellation, ni non plus aujourd'hui dans le jugement ou l'accusation. C'est-à-dire que je suis victime de rien et personne n'est victime de rien, et personne n'est victime d'autrui, ou de temps en temps de soi-même un petit peu, mais je ne suis plus du tout dans la victimisation. Et par contre, c'est vrai que je commence à être de plus en plus, j'allais dire droite, mais droite dans ma relation aux autres, c'est-à-dire que j'ai dit récemment à mes enfants, écoutez, ok, vous aviez un certain comportement à mon égard qui sont des mécanismes familiaux auxquels on a été familier, ça ne me va plus, donc maintenant vous me prenez pas tel que je suis. Ce qui ne veut pas dire que je sois parfaite, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas m'améliorer, mais tel que je suis, c'est qui je suis. Votre choix. Alors tu me parlais, pendant qu'on préparait un petit peu cet entretien, il y a 3 sujets importants qui ont émergé, qui sont la foi, les croyances et le chemin de vie qui est propre à chacun. Donc, qu'est-ce que tu peux dire ? J'ai envie de commencer par les croyances, parce que c'est vraiment ce que j'ai appris, c'est-à-dire que je me suis vraiment construite sur les croyances, parce que cette maltraitance de l'enfance, c'est comme ça que je m'en suis sortie, c'est-à-dire en disant, même pas mal, vous ne me touchez pas, en disant je suis la plus forte, et puis de toute façon j'ai la capacité je suis puissante, j'ai la capacité de me sortir de tout ça. Et c'est vrai que ça a fait de moi un petit bulldozer pendant les premières années de ma vie professionnelle, de ma vie de femme, contre vents et marées. Et moi, je me rappelle, dans une boîte où on a essayé de me virer, ils essayaient de me virer, je chantonnais, on n'est pas là pour se faire emmerder, on est venu pour voir le défilé. Bon, tu vois, c'est des trucs de barge. Et puis, ces croyances, à un moment, elles m'ont tellement soutenue que je me suis coupée de mon ressenti, puisque j'avais pas mal, même si j'avais mal, je me suis coupée de l'écoute de moi-même, je me suis coupée aussi de l'écoute des autres, parce que j'étais madame parfaite, madame exigeante, et comme j'étais exigeante avec moi, j'étais hyper chiante avec les autres, et je le reconnais bien volontiers, malgré des grandes qualités par ailleurs, mais bon, c'était comme ça. Et puis, donc, à un moment, ces croyances, non seulement m'ont desservi, mais elles m'ont asservi, c'est-à-dire que comme je n'ai pas écouté, par exemple, mon corps, ma scoliose est passée à 73 degrés de courbure, et j'avais plus d'autre solution que de toute façon de tenter cette opération, bon, qui n'a pas réussi, mais le plan B, il n'y avait pas de plan B, hein. Donc, bon, et donc après, j'ai interrogé ces croyances et je les ai lâchées. Alors, j'en ai peut-être mis d'autres en place, et c'est peut-être celles d'aujourd'hui, et il faudra peut-être les revisiter. Mais ce que je crois profondément, c'est qu'à un moment, on est dans une zone de confort avec nos croyances, et du coup, on n'évolue plus. On est figé, on est dans le formol, et c'est là où c'est dangereux. Parce que de toute façon, comme si on n'est pas complètement dans la justesse, et on a toujours du travail à faire sur la justesse, notamment celle de la canne qui tombe, pas de panique, en fait, la vie revient cogner jusqu'à ce qu'on comprenne. Et, bon, la première fois, elle cogne gentiment, donc c'est une engueulade, c'est ceci, c'est cela, etc. Puis comme on ne comprend pas, elle vient cogner un petit peu plus fort, c'est un gros schkunz. Et puis après, comme on n'a toujours pas compris, voilà. Voilà, c'est toujours... non, j'ai compris. Hein. La vague supérieure. Ouais. Donc ça, c'est important. Et la foi,
bon, je suis pas croyante, j'ai été élevée dans la religion catholique, j'ai beaucoup fait de recherches dans le développement personnel, la spiritualité, etc. Et on retrouve toujours les mêmes sous-jacents, les mêmes notions spirituelles, qu'on aille en Inde, qu'on aille aux Philippines, qu'on aille au Pérou, qu'on soit en France, dans le 16e ou à Belleville. C'est pas des croyances tellement différentes. Enfin, le fond, la forme plutôt, est souvent assez identique. Alors, quand on parle de foi, ça représente quoi pour toi? Tu vas t'y connecter comment? Moi, je m'y connecte comme un respect de la vie, de l'existence, et une espèce de croyance non documentée sur le fait, et j'ai pas très envie de la documenter tout de suite, sur le fait que qui je suis profondément demeurera sous une forme ou sous une autre. Et puis sur le fait que je crois que c'est extrêmement important pour célébrer cette vie, de lui donner un sens, c'est-à-dire de revenir le plus possible en conscience, de ne pas se noyer dans l'hyperactivité, de ne pas se noyer dans la recherche de demain, de ne pas se noyer dans toutes ces choses dans lesquelles je me suis noyé allègrement entre 20 ans et on va faire mal de 55. C'est revenir à l'essentiel, à l'essence et à l'essentiel de la vie. Et tu mets le temps que tu peux, que tu veux, pour comprendre tout ça. J'ai pas été très particulièrement rapide. Je pense que j'ai commencé à me poser des questions, mais sans voir ce qu'il y avait derrière mes questions vers la trentaine, pas avant. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'aujourd'hui, tu as des gens de 20-25 ans qui sont dans cette recherche qui s'est vachement avancée. Et cette montée de la conscience, elle est formidable. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que cet accident de vie t'a obligé à te poser, à porter un autre regard sur la vie, à mettre plus de conscience, à te connecter peut-être à quelque chose de supérieur ou à cette foi et à être moi-même. Et à être toi-même. Je ne suis plus, en effet, je ne suis plus une image sociale. Je bosse plus, mais cette espèce de conquête de lutte pour des micro-pouvoirs en entreprise. Oui. Je suis vachement contente d'en être débarrassée. Et puis, mais bon, c'était ce que je devais vivre. L'amour, l'amitié ont pris des sens beaucoup plus profonds. Et j'ai un certain niveau d'exigence à ce sujet. J'ai besoin d'être respecté et j'exige. Et puis même, il y a eu des choses qui étaient importantes pour moi. J'avais toujours eu envie d'écrire. J'avais toujours souhaité écrire, mais je n'osais pas. Je n'osais absolument pas. Oui, alors justement, je trouve ça super. Et je voulais te poser cette question-là aussi. Quel a été le rôle du livre ? Mais le livre s'est fait sans être un livre, c'est-à-dire que j'ai osé parce que je me suis pas rendu compte que j'allais dedans. J'ai commencé par un rapport d'expertise pour dire que c'était probablement une erreur, voire un aléa thérapeutique. Et puis, très vite, j'étais entraînée dans l'écriture pour me rappeler des choses, etc. Et puis, à un moment, j'ai lâché le rapport des experts, c'était vraiment kikinant. Et j'ai commencé à écrire, et puis ça a mis 1 an. Bon, en même temps, je faisais un travail de développement personnel avec Catherine Henry-Plessier, que tu connais, de 3 ans, donc c'est sûr j'avais revisité un certain nombre de notions de base, c'est papa, maman, le masculin, le féminin, tout ça, etc. Et que je l'avais revisité avec un autre niveau de conscience. Donc, et puis, j'avais aussi travaillé avant sur l'hypnose. Donc, l'écriture est quand même une forme d'hypnose, pour moi. Donc tout ça est sorti, et à un moment, il y a eu un point final qui s'est mis parce que j'ai senti qu'il y avait que le truc il était abouti, et je me suis dit merde, j'ai fait un bouquin, mais c'était bien ce que je m'étais interdit à 18 ans parce qu'il fallait gagner sa vie et qu'il fallait réussir socialement, c'était bien ce que mon père m'avait dit que j'étais incapable de faire, qu'au mieux je serais secrétaire,
c'était bien ce dont j'avais peur, c'est-à-dire de m'exposer. Il fallait pas s'exposer pour pas se prendre des trucs dans la gueule, parce que si je m'exposais, j'allais me planter, ça allait pas marcher. Bon, je suis pas le pré-concours aujourd'hui, hein, mais le bouquin marche, il y a plein de presse, on s'est rencontrés. Je fais des festivals du livre qui sont sympas, je fais plein de conférences. Ça a totalement changé ma vie et c'est complètement aligné. C'est-à-dire, je suis bien là-dedans. J'adore les rencontres qu'il y a avec les conférences. C'est un bonheur. Cette transmission, elle est un bonheur. Et franchement, j'aurais pas besoin d'une opération loupée pour mon deuxième livre, dont je ne sais absolument pas, et c'est très bien sur quoi il sera. Ok, super. Si tu avais, on va dire, un ou deux conseils à donner, je sais que c'est un petit peu fort et un petit peu osé, mais voilà, à des personnes qui traversent des moments difficiles comme toi, parce qu'en plus tu vis un deuxième moment difficile quand même, et si tu avais un conseil à donner, ce serait quoi? Alors, le maître étalon, c'est l'individu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une échelle de l'épreuve comme une échelle de la douleur. Bon, quelle que soit l'épreuve, elle est respectable, hein, donc respectez-la, tant qu'à faire. Et puis respectez-vous, c'est-à-dire que faites votre deuil des choses qui disparaissent. Et puis après, il faut surtout plus chouiner sur la vie d'avant, il faut juste avoir un projet. Et puis un projet, c'est pas forcément grimper l'Everest. Il y a des gens pour lesquels c'est handisport, moi pas. Moi, c'est écrire, et vous, c'est peut-être autre chose. C'est c'est la chose, c'est le truc qui va vous remettre en mouvement et vous connecter profondément à vous-même. Et puis, ce projet, on n'a pas besoin de savoir où il va. On se laisse porter avec et on avance. Et puis, à un moment, on s'aperçoit que, comme dans le voyage du héros, on a passé le seuil. Et ça a été douloureux, désagréable. Il y a eu plein de déceptions, il y a eu plein de trucs pas sympas. Mais on est passé à autre chose et la vie elle continue à avoir un sens et puis elle a pris surtout un autre sens et un autre éclairage. C'est-à-dire que oui, je suis heureuse. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, et pourtant c'est pas facile. Mais très clairement, je donnerais pas ma vie pour. Enfin, il n'y a pas j'aurais pu faire autrement, oui. Peut-être que je ferai autrement une autre fois. Mais c'est bien comme ça. Ok, merci beaucoup Nadalette pour ce très beau partage. Je te dis au revoir, je dis au revoir à tout le monde et puis je vous rappelle le livre Le roseau penchant de Nadalette Lafontasix. À bientôt, au revoir.